Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle session de conseils et d'astuces intitulée Économiser de l'argent en optimisant votre portefeuille, comment identifier et supprimer les actifs sous-performants en utilisant Orbit Intelligence. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis Subject Matter Expert chez Questel et je présenterai ce webinaire qui va durer environ une quarantaine de minutes. Je suis accompagnée de Cyril Lagu, que vous connaissez probablement, qui est responsable des formations Orbit Intelligence à Questel. Si vous avez des questions pendant cette session, n'hésitez pas à utiliser le panneau de questions de GoToWebinar et je prendrai quelques minutes à la fin de la session pour répondre à vos questions. Si j'ai pas assez de temps pour répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous par email avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un email contenant l'enregistrement du webinaire et la présentation que j'utiliserai pendant cette session. Pour toute autre question ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse suivante help@questel.com. Je vous redonnerai l'adresse en fin de webinaire. Alors, durant ce webinaire, on va évidemment s'appuyer sur Orbit Intelligence, notre outil d'analyse de données brevets. Orbit Intelligence vous permet d'accéder à des activités guidées et notamment une activité guidée spécialement conçue pour le pruning. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette activité pour analyser un ensemble de brevets en cours après délivrance et déterminer s'ils sont susceptibles d'être abandonnés. Prendre la décision d'optimiser ou d'abandonner un brevet déjà délivré n'est jamais simple. C'est une décision stratégique qui repose souvent, mais pas uniquement, sur une question de coût. Comme vous le savez, les brevets peuvent représenter un investissement conséquent entre les taxes officielles, les honoraires des mandataires, la gestion administrative du portefeuille ou encore les annuités. La facture peut vite grimper. Certains frais de maintenance ne sont pas constants et augmentent progressivement au fil des années, atteignant des montants particulièrement élevés à l'approche de l'échéance de la protection. Et donc, la décision d'abandonner ou non des brevets n'est pas des plus faciles. Dans ce webinaire, nous allons vous montrer comment Orbit Intelligence peut vous accompagner dans ce processus. Grâce à un ensemble d'indicateurs clés, vous pourrez mieux évaluer la pertinence de conserver vos brevets. Attention, ces indicateurs ne sont pas des réponses toutes faites. Ce sont des points de départ pour engager une réflexion et vous poser des questions comme ces brevets méritent-ils d'être conservés? Que nous disent réellement les données? L'objectif, c'est de vous aider à prendre des décisions étayées par des indicateurs objectifs. Alors, on va voir maintenant l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va commencer ce webinaire en explorant le concept de pruning, ou en bon français élagage de portefeuille brevet, ou encore optimisation. Nous verrons en quoi cette démarche peut être stratégique, notamment pour optimiser les coûts. Nous passerons en revue les critères à prendre en compte dans cette analyse en mettant un accent particulier sur le rôle crucial des citations. Nous travaillerons à partir d'un ensemble de brevets vivants et délivrés et nous utiliserons Orbit Intelligence pour les évaluer. L'objectif, donc, ça sera de déterminer si chacun de ces brevets est éligible à une optimisation. Alors, le pruning, c'est quoi exactement? Pourquoi c'est un sujet important? La vie d'un brevet commence bien sûr avec une invention. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe après la délivrance du brevet. Une étape souvent moins visible, mais tout aussi stratégique. Comme nous l'avons déjà évoqué, des taxes ou annuités doivent être payées régulièrement pour maintenir un brevet en vigueur. Elles peuvent être annuelles ou exigées à des intervalles précis selon les juridictions. Sur toute la durée de vie d'un brevet, ces frais peuvent représenter un montant important. Ce webinaire va se concentrer justement sur l'évaluation de vos brevets délivrés avec pour objectif d'identifier ceux qui pourraient sous-performer ou ne plus avoir de réelle valeur stratégique. Ce sont ces actifs qui peuvent devenir des candidats à l'abandon. L'optimisation passe alors par une décision, celle de ne plus maintenir un brevet, donc de ne plus en payer les frais associés. C'est une démarche qui doit être guidée par des données, des indicateurs et une réflexion approfondie. L'objectif final est clair, dégager des économies potentielles tout en conservant un portefeuille cohérent et aligné
avec vos priorités d'innovation. Alors, avant de passer à un exemple concret qui va illustrer le processus d'optimisation, on va prendre un petit moment pour revenir sur quelques éléments clés concernant les brevets et leurs coûts. Comme nous l'avons vu dans la diapo précédente, un brevet représente un investissement entre les frais de dépôt, la procédure d'examen et surtout les frais de maintenance, surtout sa durée de vie. L'optimisation, c'est justement l'idée d'identifier certains brevets délivrés, les actifs cibles, qui pourraient être sous-performants ou moins stratégiques et de réévaluer leur pertinence. Cette démarche, elle repose sur plusieurs facteurs techniques qu'on va explorer ensemble dans les prochaines diapositives. Mais d'abord, parlons d'un aspect fondamental, les économies. Réduire les coûts peut être un objectif en soi, mais ce n'est pas nécessairement le seul. Donc la question centrale qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il est pertinent de maintenir tous vos brevets en vie jusqu'à leur expiration, simplement parce que c'est possible? Le module d'optimisation d'Orbit Intelligence est là pour vous aider à faire ce tri. Il vous permet de confronter les coûts associés à chaque brevet à leur valeur réelle. Et pour cela, plusieurs indicateurs sont pris en compte. L'ancienneté de l'actif, la taille de sa famille, le nombre de citations reçues, y compris par an ou en autocitation, ainsi qu'un score d'originalité. Alors, on va passer en revue chacun de ces indicateurs, un par un. Allez, c'est parti. Donc, les brevets ont une durée de vie limitée, généralement 20 ans, à compter de la date de dépôt. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être maintenus pendant toute cette période. En pratique, il arrive que certains brevets perdent leur utilité bien avant leur date d'expiration. Alors, comment savoir si un brevet reste pertinent? Est-ce qu'il protège encore réellement quelque chose? Est-ce qu'il exclut encore un tiers? La technologie a peut-être évolué, ce qui rend l'invention obsolète ou secondaire. Peut-être qu'il existe désormais des alternatives plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses pour accomplir la même fonction. Et dans certains cas, l'invention n'est tout simplement plus utilisée ou plus stratégique. L'optimisation, c'est justement ce travail de réflexion. Faut-il continuer à financer ce brevet si sa valeur, son usage ou sa capacité à exclure n'existe plus vraiment? Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du parachute. En haut à droite, vous voyez le dessin d'un brevet délivré en 1898, bon, qui est aujourd'hui expiré. Cette forme de parachute, elle nous est encore très familière. Et à côté, vous avez un autre brevet qui est encore en vigueur, délivré plus d'un siècle plus tard et qui illustre un système permettant un atterrissage plus stable. Alors bien sûr, l'ancien brevet a expiré, mais la technologie est toujours d'actualité. Donc l'idée ici, c'est de se poser la bonne question. Combien de vos brevets délivrés sont encore réellement pertinents aujourd'hui? On va rentrer dans le vif du sujet en abordant les facteurs à prendre en compte lors d'un processus d'optimisation, pruning, de votre portefeuille de brevets. Donc concrètement, plusieurs facteurs vont nous aider à évaluer la pertinence d'un brevet délivré. On va se concentrer sur 4 d'entre eux: l'âge du brevet, la taille de sa famille, les citations reçues et enfin un indicateur qu'on appelle le score d'originalité qui combine l'activité de citation avec la dispersion des codes de CIB, de classification internationale des brevets, issus de l'état de la technique. On va voir ensemble comment chacun de ces facteurs peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur l'avenir de vos brevets. Donc, plusieurs facteurs vont être pris en compte lorsqu'on envisage l'abandon d'un brevet. On va commencer par le premier facteur, l'âge du brevet. Donc, vous vous souvenez de la durée de vie maximale de 20 ans à partir de la date de dépôt. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'est pertinent de garder un brevet en vie pendant 20 ans dans tous les cas. Un brevet peut devenir obsolète bien avant. La technologie qu'il protège peut ne plus être utilisée ou tout simplement ne plus être compétitive sur le marché. C'est l'un des motifs les plus courants pour envisager l'abandon de certains actifs. Autre possibilité, votre entreprise n'exploite plus cette technologie et donc il serait plus pertinent d'en financer le maintien.
Alors ceci dit, la question de l'âge, elle est très dépendante du secteur, hein. Par exemple, dans l'industrie des dispositifs médicaux, il peut falloir plus de 10 ans avant qu'un produit basé sur un brevet ne soit commercialisé. Dans d'autres secteurs, à l'inverse, un brevet peut devenir obsolète beaucoup plus rapidement. Donc dans Orbit Intelligence, on va le voir après, hein, vous avez la possibilité d'ajuster la pondération de chaque facteur selon ce qui est pertinent pour votre domaine d'activité. On va passer maintenant au deuxième facteur, la taille de la famille du brevet. La taille de la famille correspond au nombre de juridictions dans lesquelles une même invention a été protégée. L'idée de base, c'est que plus une invention est jugée importante par son titulaire, plus celui-ci va chercher à la protéger largement, donc dans plusieurs pays. Naturellement, il va devoir payer pour la protéger dans d'autres juridictions. Et ça peut répondre à différents objectifs stratégiques. Pour empêcher la vente de produits concurrents sur certains marchés, pour protéger la fabrication dans des zones de production clés, ou encore pour anticiper des opportunités commerciales internationales. Mais attention, il y a des biais possibles. Une entreprise avec de gros moyens, un grand groupe, hein, peut déposer plus largement, indépendamment de la valeur réelle de l'invention. À l'inverse, une PME innovante, mais avec des ressources limitées, pourra difficilement déposer dans de nombreuses juridictions, même si son invention est très pertinente. C'est pourquoi, là encore, on verra tout à l'heure, la pondération de ce facteur peut être ajustée dans le module d'optimisation selon votre contexte. Sur l'image à l'écran, vous voyez en haut à droite un arbre représentant la famille d'un brevet accordé à Apple et on observe une présence dans de nombreuses juridictions, ce qui reflète la capacité financière de cet acteur, hein, à protéger largement ses actifs. En bas à gauche, vous avez un autre exemple avec un arbre de famille plus restreint qui peut être issu d'un acteur plus modeste ou d'un brevet jugé moins stratégique. Les citations. Alors, les citations reçues sont un indicateur clé lorsqu'il s'agit d'évaluer la pertinence d'un brevet délivré et donc de décider s'il mérite d'être conservé ou non. Pour faire un parallèle simple, pensez à un article scientifique. À la fin, on trouve souvent une liste de références, c'est-à-dire d'articles antérieurs sur lesquels l'auteur s'est appuyé. En matière de brevets, ces travaux plus anciens sont des citations en amont ou brevets antérieurs cités, souvent appelés antériorité, hein. Mais pour notre analyse de pruning, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les citations en aval, aussi appelées brevets citants, c'est-à-dire les brevets plus récents qui font référence à un brevet plus ancien. Ces citations, elles nous permettent de savoir si une technologie est encore pertinente, si elle est toujours utilisée ou si elle continue d'influencer l'innovation dans le domaine. Autrement dit, un brevet qui continue d'être cité par d'autres peut indiquer qu'il a encore de la valeur stratégique. À l'inverse, si un brevet ne reçoit plus aucune citation depuis des années, ça peut être un signal qu'il a perdu en pertinence. Un brevet qui est très cité, ce qu'on pourrait appeler un brevet fondateur ou un brevet géant, mérite une attention particulière. Abandonner ce type de brevet sans analyse approfondie, ça pourrait être une erreur stratégique. Alors, on va justement explorer les différents types de citations parce il en existe plusieurs, avec chacune une signification différente. Donc, on a déjà évoqué de manière générale, hein, les citations antérieures et postérieures, mais maintenant, on va se pencher un peu plus en détail. Une non-autocitation, qu'elle soit antérieure ou postérieure, correspond à un brevet qui cite un brevet appartenant à une entreprise différente. À l'inverse, une autocitation signifie que le même déposant apparaît à la fois dans la citation antérieure et dans la citation postérieure. Pourquoi cette distinction elle est importante? Les autocitations postérieures indiquent souvent qu'une entreprise continue de mener des activités de recherche et développement dans un même domaine technologique. Si on considère que les brevets reflètent les dépenses en R&D, on peut imaginer qu'une entreprise investit dans la recherche et protège ses avancées en déposant de nouveaux brevets sur ces technologies. Ces autocitations sont donc un indicateur précieux pour évaluer si une entreprise poursuit son développement dans un secteur donné. Ça peut être particulièrement utile dans le cadre de la veille concurrentielle, notamment si vous souhaitez suivre l'évolution des innovations d'un concurrent au fil du temps. En revanche, une
autocitation postérieure, montre que plusieurs entreprises travaillent dans des domaines proches ou similaires en s'appuyant sur la technologie antérieure référencée. Pour faire simple, vous savez sans doute où votre entreprise consacre son budget R&D, mais est-ce que vous savez où vos concurrents investissent le leur? Parfois, une recherche technologique ciblée dans le portefeuille d'un concurrent, par exemple en recherchant les brevets déposés par cette entreprise, puis en analysant ses autocitations au fil du temps, ça peut vous donner un aperçu précieux de ses investissements en R&D. Alors, on va prendre un exemple concret que vous voyez là au centre de cette diapo. Vous avez un brevet qui est déposé en 2010 par la société Magiclip, qui est relatif à une paire de lunettes de réalité augmentée. En 2023, il y a une autre entreprise, Georgine, qui continue d'innover dans un domaine similaire. Le brevet de 2010 reçoit donc une non-autocitation postérieure provenant du brevet de 2023 de Georgine. De même, le brevet de 2023 cite en rétroactivité le brevet de 2010 de Magiclip, ce qui constitue une non-autocitation rétroactive. Mais il y a aussi une autocitation. En 2017, Magiclip dépose un brevet qui cite en rétroactivité son propre brevet de 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette date, Magiclip poursuivait activement ses recherches sur la même technologie. Pourquoi les citations et en particulier les autocitations sont-elles si importantes? C'est parce qu'elles fournissent un indicateur précieux pour la veille concurrentielle. Comme on l'a vu, une autocitation suggère qu'une entreprise continue d'investir dans un domaine donné. Une non-autocitation indique que la technologie reste pertinente, comme le montre l'exemple du parachute qu'on a évoqué précédemment. Un dernier point à souligner, illustré par cette diapositive, le brevet de Magiclip de 2010 a reçu plus de 1900 situations prospectives, autocitation ou non autocitation. C'est un chiffre exceptionnel qui montre que cette technologie est véritablement fondamentale. Ce brevet, il est majeur et important et il ne devrait pas être abandonné avant son expiration. Il pourrait également avoir des implications qui dépassent le cadre du webinaire d'aujourd'hui, notamment en matière d'analyse des licences et ou des contrefaçons. Alors, on va prendre un petit moment pour intégrer toutes les informations là qu'on vient de voir, notamment sur les autocitations, et voir comment ça s'applique dans le cadre d'une décision d'optimisation. Comme on l'a vu, les citations postérieures peuvent être le signe d'une forte importance technologique. Lorsqu'un brevet est largement cité par d'autres brevets plus récents, ça peut indiquer que la technologie qui te protège reste pertinente, influente ou potentiellement commercialement stratégique. Ça peut aussi refléter une activité concurrentielle. Un concurrent pourrait développer une technologie similaire ou dérivée. Et ce n'est pas limité aux citations externes. Les autocitations peuvent elles aussi révéler une continuité des efforts de recherche et développement au sein de la même entreprise. Alors, on a déjà vu que l'âge est un facteur important dans une stratégie d'abandon, mais il en va de même pour les citations. Les brevets plus anciens ont naturellement eu plus de temps pour accumuler des citations. En revanche, lorsqu'un brevet récent reçoit rapidement un grand nombre de citations, ça peut être un signal fort de son impact. C'est pour ça que le nombre de citations par an est un indicateur intéressant. Au fil du temps, ce ratio tend à diminuer, ce qui est normal, mais un brevet qui maintient un bon niveau de citation annuel reste probablement très influent. Les brevets fréquemment cités sont souvent corrélés à une valeur économique plus élevée parce qu'ils influent le développement de nouvelles technologies et peuvent servir de fondement à d'autres innovations. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Le brevet de 2010 accumulait encore des citations. On a vu ça atteignait jusqu'à plus de 1900 citations, preuve de son influence continue. Sur la droite de cette diapositive, vous voyez la liste complète des indicateurs qu'on utilise pour évaluer si un brevet peut être envisagé pour l'abandon. Notez que les indicateurs 3 à 6 sont directement liés à l'analyse des citations, ce qui montre à quel point cette information est centrale dans le processus de décision. Alors, on va maintenant se pencher sur le dernier indicateur, le 6e, appelé originalité. C'est un indicateur qui mérite une attention particulière. Donc, le score d'originalité ainsi que le score appelé généralité ont été introduits dans un article publié en 2001 par un groupe de chercheurs pour le
National Bureau of Economic Research aux États-Unis. Vous avez le lien là en bas, hein, dans la diapo. Ces deux indicateurs, originalité, généralité, s'appuient sur les données de citation. Le score d'originalité repose sur l'analyse des citations antérieures d'un brevet, tandis que le score de généralité s'appuie sur les citations postérieures qu'il reçoit. L'idée centrale, c'est de mesurer à quel point les technologies mentionnées dans les brevets cités ou citants sont variées en se basant sur les codes de la CIB. Chaque brevet est associé à un ou plusieurs codes CIB qui décrivent les domaines technologiques auxquels il se rattache. Le plus souvent, ces codes sont assez proches les uns des autres, ce qui reflète une spécialisation dans un domaine technique bien défini. Mais que se passe-t-il lorsqu'un brevet cite ou est cité par des brevets appartenant à des domaines technologiques très différents? Les auteurs ont émis l'hypothèse suivante: plus les technologies couvertes sont diverses, plus l'invention est particulièrement innovante. Autrement dit, une dispersion importante des codes CIB pourrait signaler un caractère disruptif de l'invention. Et donc, plus les classes CIB sont étendues, plus le score d'originalité sera élevé, ce qui peut indiquer une invention particulièrement inventive. Un score d'originalité parfait est égal à 1. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on a inventé un nouveau système d'administration de médicaments. Ce nouveau système, il combine certaines technologies de base référencées par l'état de la technique, connues sous le nom de citation rétrospective. Ces technologies de base sont répertoriées dans le brevet avec les codes CIB. Dans notre exemple, ces codes incluent la chimie, la microfluidique, la science des matériaux et peut-être même l'informatique, avec des algorithmes pour un mécanisme de libération contrôlée. Ça peut représenter un très large éventail de technologies référencées dans ce brevet via les codes CIB. Et donc, on peut en déduire que le score d'originalité, qui mesure cet éventail de citations antérieures de toutes ces technologies, serait relativement élevé. Il pourrait atteindre un score parfait de 1. Passons maintenant au cas d'utilisation. On va utiliser une entreprise réelle et utiliser des données publiques. On a choisi d'utiliser le portefeuille de brevets vivant et délivré de Nike pour montrer comment l'optimisation pourrait leur faire économiser beaucoup d'argent. Alors, l'histoire, normalement, ça commence environ 6 mois avant que les taxes annuelles ne soient dues. Donc, la première étape classique dans un processus d'optimisation consiste à se poser la question suivante: quelle partie de mon portefeuille va devoir s'acquitter de frais de maintenance dans les 6 à 12 prochains mois? Alors bien sûr, on pourrait partir de l'ensemble de vos brevets délivrés et toujours en vigueur, mais dans de nombreux cas, ça peut être plus pertinent et plus pragmatique de cibler uniquement ceux pour lesquels des frais de maintenance sont imminents. En focalisant votre analyse sur les brevets concernés à court terme, vous évitez de vous disperser et de devoir tout examiner en même temps. Ça permet un traitement plus léger, rapide et ciblé. Bien entendu, c'est une décision qui vous appartient totalement. L'avantage de ce processus d'optimisation et de cette activité guidée, c'est que ça permet un traitement rapide et structuré. Donc, vous pourriez vous concentrer sur les brevets à échéance très proche dans les jours à venir, voire dès la semaine prochaine. Bon, ceci dit, pour une stratégie plus sereine, il est évidemment préférable d'anticiper en s'accordant un peu plus de temps. Concrètement, vous pouvez exporter depuis notre système de gestion de portefeuille une liste des brevets pour lesquels les frais de maintenance arrivent à échéance à court terme, puis l'importer dans Orbit Intelligence via la recherche par numéro. Autre option, vous pouvez utiliser la recherche par déposant et puis filtrer les résultats sur les brevets vivants et délivrés. Ce filtre, il est utile parce qu'il exclut automatiquement les familles de brevets expirés ou non encore délivrés. Alors, on va rentrer dans le processus guidé d'optimisation. Petit rappel important, ce module, il est disponible uniquement si vous disposez du niveau premium d'Orbit Intelligence. Si jamais vous ne voyez pas apparaître les activités guidées dans la section analyse de votre interface d'Orbit Intelligence, c'est possible que vous n'ayez pas le niveau premium. Si jamais vous voulez essayer cette fonctionnalité, n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial Questel. On sera ravis de vous proposer un essai gratuit. Donc, je vous rappelle, Orbit Intelligence propose 3 niveaux de licence: essentiel, avancé et premium. Donc, chaque niveau va comprendre les fonctionnalités du niveau inférieur, mais il n'y a que le niveau premium qui vous donne accès aux activités guidées.
ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc en rouge là sur la diapo, le niveau premium, au-delà des activités guidées, offre aussi de nombreux avantages supplémentaires, notamment pour des analyses avancées et personnalisables qui sont idéales pour renforcer vos efforts en veille concurrentielle et en gestion stratégique de portefeuille. Donc, pour lancer l'activité guidée, vous commencez par cliquer sur l'option Portfolio Pruning. Vous donnez un nom à votre session et puis vous ajoutez une date. Alors, dans notre exemple ici, on a utilisé Q2 pour indiquer que l'analyse concerne le deuxième trimestre de l'année. On vous conseille également de sélectionner ou créer un dossier dédié, idéalement nommé Pruning, pour bien organiser vos activités. Donc, une fois que vous avez le dossier qui est identifié, vous cliquez sur Créer pour démarrer l'analyse. Alors, l'étude de cas qu'on va explorer aujourd'hui, donc elle s'appuie sur la société Nike, et pour les besoins de cet exercice, on va imaginer que Nike cherche à réduire la taille de son portefeuille de brevets, que ce soit pour maîtriser les coûts de maintenance ou pour adopter une approche plus stratégique et proactive de la gestion de ses actifs. Et donc, elle va lancer une analyse d'optimisation sur ses brevets délivrés et toujours en vigueur pour identifier les actifs qui ne sont pas à la hauteur de leur potentiel. On pourrait imaginer qu'elle effectue cet exercice trimestriellement. Pour simplifier le cas d'utilisation, on a décidé d'examiner tous les brevets délivrés vivants après suppression de ces dessins et modèles. Alors, à cette étape, vous avez deux options pour sélectionner les brevets à analyser. Soit vous partez d'une liste existante, soit vous utilisez la fonction de recherche. Si vous choisissez d'utiliser une liste déjà enregistrée, vous cliquez simplement sur sélectionner la liste et puis vous recherchez le répertoire et la liste qui correspondent dans vos dossiers. Si vous préférez passer par une recherche, vous utilisez la fonction recherche par déposant. Vous recherchez le nom de votre entreprise, vous appliquez des filtres nécessaires pour ne conserver que les brevets actifs et délivrés. Et une fois que vous avez affiné les résultats, vous cliquez sur OK pour valider votre sélection. Donc ici, là, dans notre exemple, on a opté pour une liste préenregistrée. Cette liste, elle contenait quelques brevets expirés. Si jamais ça vous arrive, vous avez un message sur Intelligence, un message contextuel de vérification de la qualité des données qui s'affiche automatiquement. Vous l'avez là sur la capture d'écran. Et donc, il vous sera recommandé d'exclure ces brevets expirés de votre analyse. Donc, dans ce cas, vous cliquez simplement sur non pour confirmer que vous ne souhaitez pas les inclure dans votre analyse. Une fois la vérification initiale de la qualité des données qui a été effectuée, vous cliquez sur le bouton vert Compute Metric, comme vous le voyez là sur l'écran. Et cette étape, elle va déclencher le calcul des indicateurs nécessaires à l'analyse. Le module vous informe que le processus peut prendre entre 5 et 45 minutes selon deux facteurs principaux, le nombre d'actifs analysés et la vitesse de votre connexion Internet. Alors nous, dans notre exemple, le traitement, il a été rapide, il a duré moins de 5 minutes pour à peu près un peu moins de 3000 documents. Alors, l'étape qu'on va voir maintenant est intéressante, mais aussi elle peut être la plus chronophage selon l'approche que vous choisissez d'adopter. On l'appelle la consolidation des données. Comme vous l'avez vu précédemment, les citations, elles peuvent provenir de sources très diverses, y compris de filiales appartenant à une même société mère. Vous avez ici la possibilité de regrouper ces entités de différentes manières. Par exemple, vous pouvez les regrouper par arborescence d'entreprise. Vous pouvez utiliser les regroupements suggérés automatiquement, qui s'appuient sur une analyse de similarité sémantique. Ou vous pouvez encore les regrouper manuellement selon vos besoins. Vous pouvez également choisir d'exclure certains types d'entités, comme les universités, si vous estimez qu'elles ne représentent pas une concurrence directe, ou les organismes publics, qui sont souvent présents uniquement en tant que copropriétaires. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas regrouper du tout, c'est l'approche la plus rapide, et conserver les citations telles quelles par filiale ou par entité individuelle. Donc le choix de la méthode, il vous appartient entièrement en fonction de vos objectifs et du niveau de détail que vous souhaitez obtenir.
Alors, on va voir comment procéder concrètement pour regrouper les données avant d'accéder aux résultats. Donc, il y a deux méthodes simples et rapides pour effectuer des regroupements si vous choisissez d'intégrer cette étape à votre analyse. La première, ça s'appelle regroupement suggéré. Cette méthode, elle repose sur la similarité sémantique. Autrement dit, l'outil analyse les noms des entités et il propose des regroupements qui sont basés sur leur proximité textuelle. Ça fonctionne généralement très bien, surtout lorsque les filiales portent des noms proches. Par exemple, les différentes filiales de Nike incluent tout le mot Nike dans leur nom. Donc ça peut faciliter leur regroupement automatique. Mais attention, cette approche, elle peut aussi regrouper des entités non liées. Dans notre exemple, on a certaines sociétés qui contiennent le mot shoes, les chaussures, et qui sont proposées comme appartenant au même groupe simplement parce qu'elles partagent un même mot-clé, alors qu'il n'y a aucun lien juridique ou économique. Donc, il faut utiliser cette méthode avec prudence, il faut vérifier les données. Autre cas classique, qu'on n'a pas affiché ici, vous avez le regroupement par localisation géographique. Par exemple, en Chine, vous pouvez avoir plusieurs entreprises qui commencent par le mot Wuhan parce qu'elles sont situées dans cette province. Alors l'outil pourrait les regrouper automatiquement, mais elles n'ont aucun lien entre elles en dehors de leur localisation. Donc, lorsque vous effectuez un regroupement, vous avez deux options pour enregistrer le résultat. Soit au niveau de l'analyse, c'est l'écran que vous voyez en bas, la capture écran que vous voyez en bas, soit au niveau de l'analyse, ce qui signifie que votre regroupement il sera utilisé uniquement dans ce projet ou cette activité guidée, soit au niveau de l'utilisateur. Dans ce cas, ça sera sauvegardé dans votre profil et ça pourrait être réutilisé plus tard pour une autre activité guidée ou un prochain exercice d'optimisation. Donc, comme on l'a vu précédemment, le regroupement, ça peut être simple, mais aussi détaillé que vous le souhaitez. Et donc, une fois que vous avez terminé cette étape, vous cliquez sur le bouton vert, appliquer les modifications et afficher les graphiques. Et l'outil va générer un camembert qui vous donne un aperçu de la répartition de votre portefeuille ou de la liste que vous avez sélectionnée selon le potentiel d'abandon. Donc, dans cet exemple, vous voyez qu'il y a une toute petite portion du portefeuille, 1,5, c'est la portion rouge sur le camembert, qui est classée comme étant la plus susceptible d'être abandonnée. Donc ce marquage, il vise à attirer votre attention sur les actifs dont la performance semble la plus faible selon les indicateurs analysés. Et là, vous voyez une autre portion en orange qui représente 2,2%, qui regroupe les brevets à examiner de près. Ils ne sont pas nécessairement abandonnés, mais ils méritent une évaluation approfondie. C'est en quelque sorte un avant-goût des résultats qui vous permet de commencer à identifier où se situent les priorités dans votre portefeuille. Alors, avant d'afficher le camembert, vous verrez un panneau de contrôle situé à droite. Donc, on a déjà détaillé ensemble l'ensemble de ces indicateurs, l'âge du brevet, la taille de la famille, les citations prospectives, le nombre de citations par an, les autocitations et le score d'originalité. Alors, sachez que vous pouvez ajuster un ou plusieurs de ces paramètres selon vos besoins. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure, par exemple, dans certains secteurs comme les dispositifs médicaux, l'âge peut ne pas être un critère déterminant. Donc, ça peut être pertinent de modifier cette valeur en la fixant, par exemple, à 7 ou 10 ans ou à la durée la plus adaptée à votre domaine d'activité. C'est la même chose pour la taille des familles de brevets. Si votre secteur est principalement composé de petites startups, souvent récentes, ce critère il sera moins significatif. Dans ce cas, vous pouvez définir la taille minimale de la famille à 1, ce qui correspondra à toutes les familles dans ce contexte. L'essentiel, c'est d'adapter ces seuils aux spécificités de votre secteur pour affiner l'analyse. Donc, une fois que vous avez ajusté les paramètres, vous cliquez sur le bouton vert, afficher les métriques pour générer le camembert. Alors, c'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à analyser le camembert, mais c'est utile de noter qu'en règle générale, vous avez seulement une petite partie des actifs qui devraient être abandonnés. Donc, c'est précisément ce que ce graphique met en évidence. Idéalement, la grande majorité de votre portefeuille est en bonne santé.
Dans cet exemple-là, on voit qu'il y a 1,5% des brevets de la liste qui sont susceptibles d'être, qui sont fortement susceptibles d'être abandonnés, hein, la portion en rouge. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une portion grise intitulée non classée qui, elle, correspond aux actifs pour lesquels les données sont insuffisantes pour fournir une recommandation. Donc pour continuer, vous cliquez sur afficher les indicateurs pour consulter la liste finale. Et voilà. Voilà la liste exportable des inventions. Elle est triée par ordre de probabilité d'abandon, donc en haut de la liste, hein. Donc faites attention aux cases rouges. C'est recommandé de décocher celles qui ne sont ni rouges ni oranges, parce qu'elles correspondent aux éléments du portefeuille que l'activité guidée vous suggère de ne pas prioriser. Donc ça vous permet de ne garder que les candidats les plus pertinents pour un éventuel abandon. À ce stade, il est conseillé d'exporter cette liste filtrée pour pouvoir la traiter ultérieurement, seule ou avec votre équipe. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, hein, dans ce webinaire, cette activité guidée, elle sert de recommandation pour une analyse plus approfondie. En exportant la liste des candidats à l'abandon et en la restreignant aux éléments les plus susceptibles d'être abandonnés, ben vous concentrez votre attention sur les actifs nécessitant vraiment une évaluation détaillée. Et bien sûr, ce travail, il est propre à vous, hein, à votre équipe, à votre entreprise et à votre secteur. Donc cette diapositive, elle propose quelques suggestions d'entête de colonnes à ajouter à votre feuille de calcul. Par exemple, la première question à inclure est: est-ce que les inventeurs sont toujours dans l'entreprise? Ça permet de recueillir leur avis, ce qui peut être précieux, hein, dans la prise de décision. Si jamais les inventeurs ils sont plus là, ils sont plus disponibles, ben, vous pouvez aussi solliciter les experts techniques ou une communauté de chercheurs concernés. Une autre question importante que vous pouvez indiquer, c'est: est-ce que l'actif est sous licence? Ou il pourrait l'être. Si c'est oui, si la réponse est oui, bah son abandon, il est généralement pas recommandé. Vous pouvez aussi évaluer si une contrefaçon, elle est facilement détectable. Si vous pouvez rapidement repérer une utilisation non autorisée par un concurrent ou un fournisseur, ça peut être judicieux de conserver ce brevet. Là, vous pouvez faire un projet parallèle, hein, pour étudier cette possibilité avant toute décision d'abandon. Et enfin, vous pouvez ajouter une colonne pour mettre votre propre avis. Ce champ, il vous permettra de consigner vos réflexions, hein, surtout si vous prévoyez d'effectuer des recherches complémentaires dans Orbit Intelligence ou de soumettre une décision finale à un comité d'examen. Donc la dernière colonne pourra simplement indiquer si la décision finale est d'abandonner ou non le brevet. Et donc cette feuille de calcul, cette feuille Excel, elle devient un document de référence précieux, hein, qui facilite la traçabilité et la compréhension des décisions prises, même longtemps après leur mise en œuvre. Voilà, on arrive à la conclusion de ce webinaire consacré à l'optimisation de portefeuille, donc un processus essentiel, hein, pour éviter de payer des taxes sur les brevets délivrés encore en vigueur, mais dont les performances sont insuffisantes. Donc, comme on l'a vu, ce processus, il peut être long, mais l'utilisation d'indicateurs pertinents permet de le rendre plus simple, plus rapide, plus approfondi. Donc, parmi les indicateurs clés qu'on a présentés aujourd'hui, on a vu l'âge du brevet, la taille de sa famille, le nombre de citations reçues, le nombre moyen de citations par an, les autocitations, ainsi que le score d'originalité. Donc, on a détaillé chacun de ces indicateurs, hein, pour vous aider à comprendre leur importance. Rappelez-vous que cette démarche, elle vous aide à définir la stratégie et les actifs à prioriser. Voilà. On espère que ces conseils vous accompagneront efficacement, hein, tout au long de ce processus. Donc, j'ai terminé la partie présentation de ce webinaire et je vous propose maintenant de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, est-ce qu'on peut faire un pruning avec un portefeuille de concurrents? Alors oui, et c'est même fortement recommandé. Ça va vous permettre de potentiellement identifier des brevets susceptibles d'être abandonnés par vos concurrents et donc de pouvoir vous adapter en fonction.
Alors, je vois que j'ai un peu dépassé le temps. Je vais prendre une dernière question. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Comme je vous le disais, on y répondra ultérieurement. J'ai une autre question avec: est-ce qu'on peut faire le pruning avec des familles de brevets qui ne sont pas encore délivrées? Alors oui, bien sûr. En général, à partir de 5 ans, on se pose la question de savoir, hein, si on poursuit les demandes de brevets. Des familles qui n'ont pas encore obtenu de délivrance au bout de 5 ans, on peut se poser la question de savoir si on continue. Voilà, cette, session de trucs et astuces est terminée. Alors pour les questions auxquelles j'ai pas répondu, je vous enverrai une réponse personnalisée, hein, n'hésitez pas à les indiquer. N'oubliez pas non plus que vous recevrez prochainement l'enregistrement de la session et puis la présentation, hein, que j'ai utilisée pendant cette session. Maintenant, c'est à votre tour, d'utiliser Orbit Intelligence. Si jamais vous avez besoin d'une assistance, supplémentaire, vous pouvez contacter le helpdesk, ou si jamais vous n'êtes pas utilisateur, hein, n'hésitez pas à demander une démonstration personnalisée. Donc n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qui est sur l'écran là, help@questel.com. Je vous remercie pour votre temps, votre attention. J'espère que ce webinaire a été utile. J'espère vous revoir lors d'un prochain webinar et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.